Bonjour, moi c'est Félicia, bienvenue sur Transmission Famille, le podcast qui t'aide à construire ou reconstruire ta famille. Il y a eu plusieurs épisodes autour de la maternité qui sont sortis sur le podcast. Vraiment, je t'encourage à aller les suivre parce que assurément tu seras béni. Que tu sois une maman, que tu sois enceinte actuellement ou que tu aspires à être une mère, je suis sûre que tu seras édifiée par tout ce que ces femmes ont eu à partager au travers de leurs témoignages. Hier, il y a eu la fête des mères et je souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans. Même si tu n'es pas encore maman, reçois seulement parce que toi aussi un jour tu vas être maman et puis voilà. C'est tout. Je te souhaite vraiment plein de bonheur dans ton rôle de mère et que tu puisses vivre encore de belles choses parce que vraiment, je pense que en maternité, on apprend et on apprend encore et on grandit et on grandit encore. Après une longue introduction, j'accueille ma maman d'amour sur le podcast. Je suis vraiment contente de t'accueillir. Bonjour maman. Bonjour, ma fille. En tout cas, c'est très formel tout ça, hein. Bonjour maman, Ah bonjour ben ma oui, fille. ben Ok oui. maman, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Je suis Félicité, j'ai 58 ans, je suis la maman de Félicia. Ok, très bien. On va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de la maternité parce qu'il y a vraiment une histoire particulière en fait dans ma naissance. Et je vais déjà commencer par te poser la question, est-ce que tu as toujours aspiré à être mère? Oui, c'était mon rêve d'être mère aussi, parce que pour moi, j'appréciais ce que ma maman elle faisait. Donc pour moi, j'ai rêvé aussi d'être un jour mère. À quel moment, en tant que couple, vous avez décidé de devenir parents avec papa? Quand on s'est rencontrés, c'est vrai déjà de mettre ensemble et puis on pensait fonder une famille. Donc ça pouvait arriver au moment où ça peut arriver, et puis voilà, on assure. OK, on assure. En fait, c'était pas quelque chose qui était préparé. C'est-à-dire, vous vous êtes pas dit, OK, à telle période de notre relation, on va avoir un enfant. C'est-à-dire, vous avez évolué dans votre relation et puis, boum, je suis arrivée. C'est ça? Voilà, on a évolué dans notre relation, et puis exactement, boum, tu es arrivé, quoi. OK. Mais du coup, quelle a été ta réaction quand tu as appris que tu étais enceinte? J'étais déjà très contente de voir comment ça se manifeste une femme enceinte. Donc, je commençais à découvrir comment le corps réagissait. Donc, pour moi, c'était vraiment une découverte de ressentir, et la joie aussi de savoir vivre l'expérience, vivre exactement ce que ça peut faire à une femme quand elle est enceinte. J'étais vraiment dans la joie. En fait, même si c'est quelque chose que tu n'avais pas préparé, tu t'es pas dit, oh non, je suis enceinte et tout ça, enfin, mal le prendre. Ça peut arriver, hein, ça peut vraiment arriver. Mais du coup, comment tu as vécu cette grossesse? Moi, au début, quand il y avait des signes déjà que voilà, que je me suis rendu compte que j'étais enceinte, et ça commençait à se compliquer dans le sens où au début, je prenais ça un peu à la légère, pour dire que avoir envie de vomir tout le temps, de vomir tous les matins, dès que je vois une brosse à dents, j'ai envie de vomir. Pour moi, je me disais que ça devrait passer, mais c'est jamais passé jusqu'à l'accouchement. En fait, tu avais envie de vomir juste à la vue d'une brosse à dents. Mais comment tu faisais pour te brosser toi-même, du coup? Ben, obligatoirement, il faut que je me brosse, bien sûr. Donc, dès que je vois une brosse à dents, mais je vomis d'abord avant. Et dès que je termine de vomir, et je me brosse. Je me brosse les dents, et tous les matins, c'était comme ça, tous les jours. Voilà. J'avais toujours quelque chose dans la bouche pour éviter de cracher, pour éviter de vomir. J'avais toujours quelque chose. À chaque fois que je replonge dans ce que tu m'avais expliqué, je me dis, mais c'est tellement incroyable. Et tu me disais aussi que quand tu étais enceinte, tu avais vraiment aucune envie de boire l'eau de chez toi, mais uniquement l'eau du voisin, qui était la même eau en fait. Exactement, exactement. C'est vrai que c'était une cour, on avait une cour commune, donc chacun avait son appartement. Donc j'avais mon réfrigérateur, j'avais tout ce qu'il fallait.
mais vraiment de l'eau fraîche, je pouvais pas boire de l'eau fraîche de chez moi. Fallait aller prendre de l'eau chez le voisin. Incroyable. En tout cas, Et finalement, qui m'avait même laissé sa clé pour que quand il n'est pas là, si vraiment que j'ai envie de boire que de l'eau de chez lui, bah, je partais ouvrir chez lui et prendre de l'eau. Voilà. le gentil voisin, un voisin vraiment. Et comment s'est déroulé, l'accouchement? J'ai supporté les vomissements, les crachats de tous les jours. Puis à terme, je me suis dit bon, bah écoute, dans cet état-là, j'ai pas envie de coucher dans la ville où j'étais, dans la grande ville. Et finalement, il fallait partir à Delizy, là où étaient mes parents, que je puisse me reposer. Et voilà comment je suis partie à Delizy. C'est vrai que aussi il y avait un grand hôpital qui venait vraiment d'être mis en place. Donc du coup, j'avais pas peur. Je me disais que ça allait bien se passer. Quand j'ai eu des contractions, je suis partie le soir, le 19 soir, vers 22 heures, et j'ai accouché le lendemain à 11h30. Ça s'est très très bien passé. Par contre, j'avais senti que la sage-femme était un peu pressée parce que je sais pas, peut-être qu'elle avait quelque chose à aller faire ou quoi, mais j'ai accouché, elle est venue me présenter le bébé et tout, voilà. Elle a fait les soins qu'il fallait, puis voilà, je suis partie. Elle m'a déposée dans la salle. Et puis voilà, pour moi, ça s'est très, très bien passé. Mon bébé pesait 3,5 kg, Un gros bébé. un beau bébé. Donc j'étais bien, tranquille. Ma mère était là, s'occupait de moi et tout, donc ça allait bien. Le lendemain matin, dimanche, ma mère, elle sort de la salle parce qu'elle avait dormi là, je pense, je ne me souviens plus. Elle est partie, donc on habitait à 5 minutes de l'hôpital à pied, donc elle a juste traversé pour aller de l'autre côté, aller me préparer de l'eau chaude parce que en Afrique, quand tu accouches, c'est de l'eau chaude que tu dois boire pour faciliter l'allaitement et Mmh. voilà pour tout ce qui s'ensuit. Donc elle est partie et moi je suis allongée, mon bébé était dans son berceau et j'entends un bruit d'un renflement. Je regarde comme il y avait plusieurs mamans qui étaient dans la salle. Euh, je me dis, bon, c'est peut-être pas mon bébé qui respire comme ça, parce que ça, c'est une respiration d'un adulte. Je me suis encore allongée et le bruit, hein, ça persiste. Je me suis levée, je regarde, je dis, ben, exactement, c'est mon bébé qui respire comme ça. Je te prends dans mes bras et tu respirais, mais vraiment comme une adulte. Un bruit vraiment que j'ai jamais entendu. Je pose la question à une dame qui était aussi venue assister sa fille. J'ai dit, bah, le bruit là, regardez ma fille comment elle respire, je comprends pas pourquoi elle respire comme ça et tout. La dame, elle me répond, non, mais effectivement, un enfant quand il est né change de respiration et tout, donc c'est pas grave. J'étais pas vraiment euh, vraiment convaincue. Ça persistait. Je dis non, non, non. Je dis c'est pas possible. Mais j'ai été avec mes petits frères, ma petite sœur. Non, j'ai jamais entendu une respiration pareille. Et finalement, ma mère, elle arrive. Ma mère, elle arrive. Et je dis maman, regarde, maman, exactement. Et Lucie, elle se dit non, non, ça c'est pas une bonne respiration. Je comprends pas pourquoi. Après, du coup, je te prends, je te mets dans les bras. J'ai dit, bon, je vais l'allaiter. Peut-être quand elle va allaiter, ça pourra peut-être faire quelque chose. Et là, au moment où je veux t'allaiter, tu ouvres grandement les yeux, tu me fixes, mais vraiment fixé, où j'ai même eu peur. J'ai dit, mais un bébé ne peut pas fixer comme ça. Mais c'était vraiment un regard comme si tu voulais me dire quelque chose. Mmh. Mais vraiment, tu m'as fixé, mais vraiment dans les yeux.
Au même moment, j'ai arrêté de Mmh. t'allaiter. C'est comme s'il y a un message que tu m'avais transmis, mais j'avais pas compris. Mmh. Et au fond de Mmh. moi, je me dis, mais comment un bébé peut me fixer comme ça? Je comprends rien. Mmh. Non, Donc j'ai posé, j'avais déjà le regard en voilà. question de Donc, dire: donc du «Regarde». coup, ma mère, elle s'est dit non, non. C'était un dimanche. Elle dit, je vais quand même aller regarder dans la salle où sont les infirmiers et les médecins pour voir qu'ils viennent quand même savoir. Donc voilà comment ma mère, elle part, chercher quelqu'un. Elle revient avec une infirmière. L'infirmière me rassure. Elle me dit, bon, écoutez, moi je peux rien vous dire. Le médecin est là. J'emmène l'enfant. Vous m'attendez. Je dis, ah bon? Moi je peux pas vous attendre. Je viens avec vous. Non, non, vous inquiétez pas. Mmh. J'emmène l'enfant. Je vous ramène l'enfant. Donc elle est partie avec l'enfant, inquiète aussi parce que voilà, quelqu'un qui vient chercher l'enfant. Quand elle revient sans le bébé, alors là, j'étais pas bien. Je dis, Mmh. mais où est mon bébé? Elle dit, madame, le médecin a besoin de vous. Il faut venir. Venez avec moi. Et j'arrive, on me fait rentrer dans une salle en néonate. OK. Donc, je rentre dans la salle, le bébé qui reste qu'en couche, on l'a déshabillé, on l'a mis sur une table, la table, le nom que j'ai découvert en ce moment-là, une table chauffante avec des tuyaux partout, des perfusions montées et tout. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ben, madame, en tout cas, là, tout de suite, on doit vite intervenir parce que votre fille a avalé le liquide amniotique. Donc, obligatoirement, on doit vraiment aspirer, sortir directement, sinon, vraiment, il va être infecté et c'est pas bon dans le corps d'un bébé. Donc voilà comment ça aspirer. Effectivement, je voyais bien le liquide qui se passait par des tuyaux. Je voyais, Mmh. il était en train de le faire devant moi. Et moi, tout de suite, mais mais vraiment, j'étais dans la peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et au fond de moi, je pensais qu'à ce regard-là. Je dis, si ma fille, elle Mmh. m'a regardée, donc elle n'a pas pu parler. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Il y avait un message. Et je me suis mise en prière, je suis allée appeler ma mère, on s'est mis en prière, on priait et tout, mais vraiment toute la journée, ils étaient là en train de changer de traitement, de mettre Mmh. ceci, mettre cela. Ils ont prescrit une ordonnance. On est parti acheter les produits, je suis revenue et voilà, ils ont vraiment tout mis en place pour que tu te sentes mieux, pour déjà mettre sous antibiotiques parce que tu avais dormi avec ce liquide amniotique. Ouais, c'était dangereux. Ouais. Excuse-moi, maman, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport au liquide amniotique. Il y a beaucoup d'enfants qui, pendant la naissance, en fait, boivent le liquide amniotique, ce qui a été le cas aussi de mon fils. Mais normalement, c'est censé être pris en charge tout de suite. C'est-à-dire que moi, mon fils, je me rappelle, une fois qu'il avait bu le liquide amniotique et quand les sages-femmes ont eu à constater ça, tout de suite, elles sont parties avec le bébé, avec le papa et tout, hop, ils ont tout enlevé et tout ça. En fait, le danger, c'est pas de boire le liquide amniotique, le danger, c'est de dormir avec. Le fait que j'ai eu à passer la nuit avec le liquide amniotique à l'intérieur de moi, un corps étranger comme ça, enfin voilà, c'est ça en fait qui a causé des problèmes de respiration que Exactement. malheureusement j'ai encore aujourd'hui dans ma voix. Il y a une différence en fait avec une personne lambda en fait au final. Mais je te laisse continuer. Exactement. Donc vraiment, du coup, bah, du fait que, comme tu as su le dire, que du fait que tu as dormi avec le liquide et ça a commencé déjà c'est ce qui a fait que la voix puisse changer parce que ça a commencé à s'infecter, je sais pas comment je peux dire. Donc, fallait être sous antibiotiques. Et le lendemain, le médecin nous rencontre, on dit que vraiment c'est un peu dangereux du fait qu'elle a dormi avec. Il faut vraiment qu'on change de traitement. Ça va pas. Donc, est-ce que vous avez vraiment un peu des moyens parce que le traitement que je vais prescrire, vraiment, ça coûte excessivement cher.
S'il faut vraiment chercher, on cherchera. Prescrivez ce que vous pouvez, on arrivera à acheter. Donc voilà comment ils changent de traitement. Donc on attaque le deuxième traitement et malgré tout ce qui se passait, vraiment tu continues à maigrir de 3,5 kg tous les jours, tu perdais des kilos jusqu'à 1,9 kg, vraiment moins de 2 kilos. Wow. Donc, malgré les traitements qui se passaient, mais il y avait rien. Et moi, pendant ce temps, j'avais déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je priais, je partais à l'église, mais c'était quelque chose, je pense, en ce moment-là, ça m'a donné encore plus envie de prier, plus envie d'être en contact avec le Seigneur. En fait, je cherchais à comprendre moi-même déjà le regard et de ce qui se passait. Je voulais avoir le contrôle de ce qui se passait. J'étais triste, je mangeais pas, je pleurais, mais je pleurais avec l'espoir de te retrouver, que tu restes mais je pleurais, mais j'ai jamais pleuré comme ça de ma vie. Je pleurais, et j'étais dans la prière, mais au point où je commençais à avoir des visions, parce que c'était ma Bible dans les mains, c'était la prière, je mangeais, c'était toute une histoire, parce que pour maman, elle dit, mais tu peux pas passer ta vie qu'à pleurer, parce qu'il faut que tu manges. Oui, je vais manger, mais là, je dois comprendre. En fait, je veux comprendre ce qui se passe autour de ma fille parce que c'est une enfant. Elle sait pas ce qui se passe, mais moi, sa mère, j'ai envie de savoir ce qui se passe autour d'elle. Et donc, c'était ça le but de rester en prière parce que je voulais comprendre quelque chose. Et je savais que j'étais triste, mais ma tristesse n'était pas celle de désespoir où il y a quelque chose de grave qui pourrait arriver. Et pourtant, déjà de te voir sur cette table-là, de ne pas là où t'avoir sur moi. C'est vrai que je te prenais toutes les 2 heures. Je pensais toutes les 2 heures, fallait que je t'allaite. Je rentrais dans la salle, je partais dormir dans ma chambre et je revenais dans cette salle-là pour t'allaiter. J'avais pas cette peur de se dire que je vais te perdre, mais j'avais juste envie de comprendre ce que tu ressens et de ce qui se passe autour. Ouais. Et voilà, une nuit, j'ai fini de t'allaiter, je t'ai déposé sur cette table-là. Je repars dans ma chambre et d'autres dames rentrent pour aller allaiter leurs enfants. Et quand elles rentrent, elles se rendent compte que tu t'es débatté tellement sur cette table-là et tous les tuyaux sont enroulés dans ton cou, au cou. Oh. Et tu t'es débatté et la dame, au lieu d'allaiter son enfant, elle est vite sortie. Elle est partie appeler les infirmières qui étaient de garde dans une salle de garde, ou je sais pas, que venez vite parce que la dame, le bébé de la dame qui pleure là, qui est en train de se débattre sur la table et tout, ils sont revenus en courant. Exactement, tu étais vraiment bien enroulé, mais vraiment si c'était pas la dame qui était rentrée dans la salle, ça allait être aussi autre chose. Donc tout cela, moi je pense que Dieu avait déjà tout remis en place, Amen. que ce soit dans Dieu cette savait que salle-là. transmission famille devait arriver. Je ne pouvais pas Voilà. mourir comme ça. Voilà. Oh. Donc, Ouais. du coup, moi sans savoir, et c'est le matin, quand je repars, la dame, on se croise et dit, mais regarde ce qui s'est passé, tout. J'ai appelé, j'ai dit, ah bon? Et l'infirmière, effectivement, le matin, comme on a tremblé, vraiment, on allait nous tuer, votre enfant, vraiment, c'est pendant que nous, on était partis chercher, ils étaient partis chercher, je pense, à manger ou quoi, mais après, ils sont partis dans la salle de pause. Non, vraiment, on allait avoir des problèmes. Heureusement, la dame qui a son bébé aussi qui est prématuré, qui est passée à allaiter son enfant, qui est venue nous donner l'information. Donc, voilà. Non, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ok, donc voilà, ça continue. Une autre histoire, il y a un infirmier, il y avait tellement des injections tous les jours. Il y a des moments où on n'arrivait même plus à avoir tes veines parce que c'est des produits qu'on injectait directement dans la veine. Donc le monsieur, il injectait, tellement que l'enfant pleurait, il n'arrivait pas à avoir des veines. Il injectait, il croyait qu'il injectait dans ton corps,
Mais tout Mhm. tombait par terre. Mais ça tombait pas par terre, ça tombait sur ma jambe. Lui, il savait pas que moi non plus, je lui ai seulement regardé, j'ai dit, ma fille, elle souffre tellement, c'est pas grave, même Ouais. si ça tombe par terre, c'est pas mon problème. Moi, Mhm. l'essentiel est que tu la laisses tranquille. Mhm. Donc, le monsieur a fait semblant, qu'il a injecté, il tire le truc, puis voilà, il referme, il s'en va, tout est bon. Moi, j'ai Mhm. juste le produit qui est tombé sur ma jambe, je remets Mhm. ma fille dans sa table, et puis voilà. Malgré tout le traitement qu'ils avaient vraiment administré, ça s'améliorait pas vraiment. Et le médecin a décidé de nous évacuer d'urgence à Brazzaville pour aller voir vraiment les spécialistes, voir ce qu'ils peuvent faire. Donc, on part à Brazzaville, on arrive, et là, encore, et là où, à Dolisie, encore, je dormais dans l'hôpital, mais à Brazzaville, ils avaient décidé que l'enfant restait, moi, je partais à la maison. Là, c'était la catastrophe. Je Mhm. me dis, non, ça, c'est une histoire que je pourrais pas supporter. S'il faut dormir dans la cour de l'hôpital, je dormirai dans la cour de l'hôpital. Pas laisser mon enfant. Et ça faisait 2 semaines, je pense, la deuxième semaine, je pense que on est resté une semaine à Dolisie et on partait sur la deuxième ou la troisième semaine. Donc, on est arrivé à Brazzaville, donc fallait insister que l'enfant reste. Mais me séparer de mon enfant, je dis c'est pas possible. Je peux pas me séparer de mon Mhm. enfant, laisser plutôt ma fille dans les mains des inconnus. Je peux pas et tout. J'ai pleuré. Ils m'ont vraiment Mhm. convaincu. Madame, il y aura pas de souci. Ne vous inquiétez pas. On va prendre soin de votre enfant. Vous pouvez partir. Finalement, ben, je suis partie. Et j'arrive cette nuit-là, toujours dans la prière, et c'est là où je fais un songe. Je fais un Ding, songe. ding, ding. Euh, je te vois. Dieu me montre. Il dit, mais tu pleures tellement. Elle va pas mourir, ta fille. Tu vois, dans la cour là-bas, et la fille qui est en train d'étendre le linge, c'est ta fille. Je dis, ah bon? Ben oui, c'est ta fille. Tu avais entre 15 et 16 ans. Je dis, c'est ta fille qui est en train d'étendre le linge, donc faut pas t'inquiéter, elle va pas mourir, ta fille va s'en sortir. Mhm. Je suis avec toi. Je me réveille, oh, c'est un rêve. Je dis à ma mère, j'ai rêvé Félicia, elle est en train d'étendre le linge, donc ah là, je pense que Dieu vraiment est avec moi. Elle dit, ah bon, ben, là, tu commençais maintenant à avoir un peu la force, à être un peu courageuse et tout. Donc, on est reparti à l'hôpital. On repart à l'hôpital. Ding. Là où on t'avait laissé, t'es pas là. Donc, on arrivait, c'est Mhm. juste une fenêtre. Je rentre pas. Donc, je suis à l'extérieur. Toi, tu es à l'intérieur. Donc, je te vois avec les infirmiers. Je peux pas rentrer comme ça. Donc, j'arrive, je n'ai pas là. Le lit est vide. Hmm, Mais beaucoup d'émotions en fait. Un coup tu montes, j'étais un pas coup tu paniquée. redescends. Mais j'étais pas, c'est ça qu'en fait, c'est ça que je ressentais en moi. Même quand depuis Dolisie, je sentais pas que mon enfant allait mourir. Donc cet espoir-là, c'est ça qui m'a rassurée. Et je me disais, mais je sens pas quelque chose de mauvais. Donc ça me rassurait. Et là, déjà, de partir de mon songe et revenir à l'hôpital, mais pas te voir non plus, j'étais pas du tout, mais j'étais en paix. Mhm. Donc voilà, je dis mais comment je voulais non non je vois une dame, je lui fais signe, je dis mais je dis mais mon bébé oh non non on a besoin de vous venez. Je rentre et c'est une cousine à ton père qui t'avait récupéré, que ça soit pas dans cette salle-là parce qu'elle était de garde, c'était mieux qu'elle reste dans la salle où elle était. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. En tout cas cette nuit ça a été, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Ok. Donc, cette nuit-là, fallait que tu dormes encore là. Et le lendemain, j'ai dit non, c'est bon. Mais Dieu m'a montré mon bébé. Pourquoi on reste, Ouais. il faut qu'on parte. Pour le médecin, il pensait que tu pouvais encore essayer pour encore se rassurer que tout allait bien. J'ai dit non. Aujourd'hui, je dois partir avec mon bébé. Hmm.
Et il fallait négocier, négocier. Quand on négociait pour que je parte, en tout cas, moi, je pensais pas à leur décision, je pensais à mon rêve, à mon songe. J'ai dit, mon Dieu m'a montré mon enfant. Tout ce Mhm. qui a été fait, ça a été fait. Je sais que le Seigneur ne peut pas mentir. Mon enfant va bien, je pars avec Amen. cette assurance. Ils acceptent quand même de me donner mon bébé. Je continuais à respirer, mais ils m'ont rassuré que avec tous les traitements qu'elle a eu à prendre, ça va partir au fur et à mesure. Donc, vous inquiétez pas. Donc, j'étais rassurée avec tous les renseignements de tout ce que le m'avait dit et tout ce que le Seigneur aussi m'avait dit. Et une collègue de ton papa qui dit, ben, hey, ton enfant, mais finalement, c'est un enfant qui ne va pas être normal. C'est sûr qu'elle ne va pas avoir toutes ses facultés. Donc, vraiment, il faut même pas t'attendre que l'enfant va bien grandir, même si elle a eu un traitement, mais elle pourra pas être comme tous les enfants. Et Elle son supposait en papa, fait que je devais avoir des problèmes mentaux en fait, suite à ce que voilà, j'avais vécu. voilà. Donc, ton papa, il me vient me répéter ça, et moi, en tout cas, tout ce que les gens racontaient, tout ce qu'ils disaient, pour moi, c'était pas ça. J'ai dit du fait Mmh. que le Seigneur m'a parlé, m'a montré mon enfant et il ne m'a pas le regard de mon enfant qui voulait me transmettre un message, je sais que Dieu va faire. Et Dieu ne peut pas Amen. permettre. J'entendais les choses, oui, mais c'était pour moi l'occasion de remettre ça encore dans les mains du Seigneur, de se dire voilà Amen. ce que l'homme a dit et toi qu'est-ce que tu en dis. Je me disais qu'effectivement entendre des choses bien, mais je pense que moi également, je récupère, je les dépose dans les mains du Seigneur et que le Seigneur puisse vraiment faire sa volonté. Et voilà Amen. comment tu grandis, tu prends du poids et voilà, le résultat est là, tu es un enfant normal et comme tous les enfants. Gloire à Dieu, c'est vraiment un super témoignage parce que le Seigneur permet à ce que parfois on passe par des moments difficiles, mais pour sa gloire. Parce qu'aujourd'hui, presque 32 ans après, nous pouvons témoigner et nous pouvons dire que Dieu peut tout. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme qui, comme toi, est en train de passer par une phase où son bébé n'est pas bien, est malade, vit une difficulté particulière dans sa santé? Qu'est-ce que tu pourrais dire pour l'encourager? On est des enfants de Dieu. Dieu, quand il nous crée, il a déjà un plan pour chacun. Que quand une femme tombe enceinte et qu'elle accouche, tout a été déjà planifié par Dieu, tout a été déjà tracé par Dieu. Et nous, ce qu'on a à faire, c'est se confier en lui parce que il y a que lui qui connaît l'avenir, qui connaît tout ce qui peut se passer dans la vie d'une personne dès la naissance jusqu'à la fin de la vie. Et se concentrer sur Dieu, sur ce qu'il a promis, parce qu'il est toujours avec nous. N'est pas penser qu'effectivement, quand on est en difficulté, on est dans des situations, qu'on est seul dans l'épreuve, on est toujours avec Dieu. Et effectivement, c'est ce qui m'a rassurée, c'est que Dieu, s'il a permis que cet enfant puisse naître, il permettra que cet enfant puisse vivre. Donc, avoir cette conviction, avoir cette confiance de se confier que tout ce qui peut se passer autour, il n'y a que Dieu qui est au contrôle. Les médecins peuvent dire quelque chose, l'homme peut dire quelque chose, mais ça ne dépasse pas ce que Dieu peut faire, de ce que Dieu peut faire dans la vie de chacun. Et puis savoir que aujourd'hui, Dieu est présent pendant l'épreuve. C'est pendant l'épreuve que tu mets Dieu à l'épreuve pour que qu'il puisse vraiment montrer sa main. C'est en ce moment-là que le combat vient vraiment que Dieu vient te prouver qu'effectivement c'est lui qui combat à ta place et que c'est pas toi qui combat. C'est lui qui combat à ta place quand il y a l'épreuve, quand il y a la situation qui est là et Dieu vient te montrer que si la situation est là, invoque moi je vais te répondre et je veux faire des grandes choses et je vais te montrer qu'effectivement je suis puissant. Par cette épreuve-là que tu vas comprendre que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternel et qu'il peut agir pour tout le monde parce qu'il est fidèle.
Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup maman. Je pense que tous tes mots ont pu encourager, édifier une maman ou une future maman qui pourrait passer par là. Je crois que cet épisode fera du bien. En tout cas, merci encore maman d'avoir participé au podcast. Ah, ça m'a fait plaisir. Je t'en prie. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Tu me rappelles un rêve de 32 ans. Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner et surtout, n'oubliez pas, transmission famille, c'est pour que la famille reste la famille.